Dans le cadre de notre semaine de la data organisée par Nexialog Consulting, découvrez une série de podcasts dédiés à nos enjeux autour de la donnée et des thèmes d'actualité sur la data. Au programme, vous pourrez retrouver des témoignages et des partages d'expériences inspirants de nos consultants. Bonjour à tous, je suis Victor Nguyen, consultant data scientist chez Nexialog Consulting et je suis accompagné par Serge. Bonjour, je suis Serge Kaji, consultant data scientist également chez Nexialog Consulting. Aujourd'hui, on va vous parler de Python et plus précisément de pythonisation. Alors bien sûr, c'est un néologisme qui n'est pas encore très démocratisé, mais justement, Serge va nous expliquer en détail ce que l'on entend par pythonisation. Alors, c'est quoi la pythonisation ? Il renvoie à l'utilisation du langage Python pour les besoins en entreprise. Donc, cela passe par le développement d'outils en langage Python ou même par la réécriture du code existant en langage Python. Donc, Victor, est-ce que tu peux nous partager quelques cas pratiques dans lesquels tu as eu besoin de faire de la pythonisation ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Python est très utile pour automatiser des process manuels chronophages, mais fondamentalement simples à réaliser. J'ai vu par exemple le cas d'archivage de fichiers reçus par mail, le recensement de données ligne à ligne, le reporting d'informations d'un outil à un autre. Et en fait, Python a cet avantage d'être très compatible avec l'ensemble des outils de bureautique, des bases de données, etc. Et donc se prête très bien à cet exercice qu'on appelle le RPA, la Robotic Process Automation. Mais Python sert aussi à moderniser les outils existants. Et personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur la pythonisation d'outils Excel et VBA. Ces outils qui sont plus ou moins bien construits selon les cas. Et en ce qui concerne VBA, d'après mon expérience personnelle, plus souvent mal que bien en fait. Et pour une raison simple, c'est parce que VBA n'est pas fait pour. En fait, j'ai vu des programmes VBA essayer d'implémenter par exemple des modèles économétriques, d'automatiser des opérations de manipulation énormes sur des dizaines de fichiers alors que VBA n'est pas fait pour faire du code aussi gros. Et en fait, ce code est souvent développé de manière un peu chaotique. Alors il y a le cliché par exemple du code développé stagiaire après stagiaire, jusqu'à ce que ça devienne très vite illisible et impossible à maintenir, avec parfois beaucoup de bugs et surtout très lent. Pour ce qui est d'Excel, d'expérience, souvent il est mieux utilisé, mais j'ai remarqué qu'on cherche trop souvent à repousser ses limites, que ce soit en termes de polyvalence, mais surtout en termes d'échelle. En fait, parce que, par exemple, pour ce qui est des grandes quantités de données pour le big data ou alors pour des calculs vraiment très lourds, Excel n'est pas fait pour, alors que Python, oui. Et l'avantage, c'est que tous ces outils Excel VBA sont tous facilement programmables en Python, de manière souvent plus simple que le code VBA d'origine ou la spreadsheet Excel d'origine, et surtout, ça donne des outils bien plus rapides et bien plus robustes. Également, je peux aussi vous parler du cas très récurrent de la pythonisation d'outils de manipulation de données, qui sont à l'origine faits dans des langages de requêtes de type SAS ou SQL. Ces requêtes qui, lorsqu'on veut aller un peu loin, deviennent très vite complexes, voire illisibles en fait, parce que c'est des langages qui sont très rigides et qui, malgré une bonne efficacité due au fait que ce sont des langages qui sont liés au type de base de données qu'ils utilisent, ces langages souffrent de la comparaison avec la grande polyvalence de Python, que ce soit en termes de manipulation de données, d'une part, mais surtout en termes de compatibilité avec d'autres logiciels, avec le reste de l'environnement technique de manière générale. Et je pourrais continuer à énumérer des raisons qui vont nous pousser à faire évoluer les outils historiques, mais une fois qu'on est convaincu qu'il faut les remplacer, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on va les remplacer par Python plutôt qu'autre chose ? Et pour cela, je suppose que Serge, tu as quelques éléments de réponse à nous proposer ? Oui, effectivement, Victor. Donc, on va choisir Python parce qu'il a beaucoup d'avantages. Donc, les premiers avantages, c'est vraiment la simplicité et la lisibilité. La simplicité parce que vraiment, le langage a été construit de sorte à éliminer tout ce qui est superflu qui peut rendre la programmation difficile. Donc, c'est vraiment un langage simple pour toute personne qui veut commencer dans le développement, qui n'a jamais programmé. Ça va être vraiment très simple à commencer à s'y lancer. Et le langage est également très lisible parce qu'il utilise de l'indentation, qui est une façon de présenter le script, ce qui rend les choses vraiment très bien présentées. Autre avantage également, c'est l'existence d'une panoplie de librairies disponibles. Donc les librairies, c'est quoi ? C'est des ensembles de fonctions qui ont déjà été écrites par d'autres personnes, d'autres développeurs, qui sont en général beaucoup plus expérimentés que les nouveaux. Et ça permet justement de profiter de cette expérience-là. On a également une grande polyvalence avec le langage Python, parce que
Il permet à la fois de faire du développement web, de faire de la science de données, de faire de l'analyse de données, de faire de la création d'applications. Donc, on a pas mal de domaines dans lesquels on peut utiliser le langage Python. Ce qui fait également sa force, c'est la grande communauté qu'il y a autour du langage. C'est une communauté qui est vraiment importante, qui est très active et ce qui fait que pour quelqu'un qui développe dans ce langage-là, il n'a pas de difficulté à trouver des solutions aux différents problèmes qu'il va rencontrer parce qu'il y a tel ou tel sur un X forum qui a déjà posé la question sur cette problématique-là. On peut citer également la disponibilité des ressources. Donc, aujourd'hui, pour une entreprise, il est important de trouver des personnes qui sont capables de travailler sur un langage précis. Et là, sur le langage de Python, on a beaucoup de formations aujourd'hui, notamment les formations en data science, en analyse de données, qui utilisent comme langage de base le langage Python, ce qui fait que désormais, vous avez pas mal de personnes qui sont capables de travailler sur ce langage-là. Un autre avantage qu'on peut également mentionner, c'est la portabilité et la compatibilité du langage avec plusieurs plateformes. Donc, il peut être développé sur un système d'exploitation et exécuté facilement sur un autre système d'exploitation sans trop de difficultés. Donc, voilà quelques avantages qu'on peut avoir avec le langage de Python. Maintenant, quand on veut pythoniser, si une entreprise veut passer à Python, quelles sont les bonnes pratiques de code à mettre en place? Donc, on va commencer par le respect des conventions de codage. Et dans le respect des conventions de codage, je vais citer la documentation, ce qui est vraiment chose très importante. Parce que quand on est dans une entreprise, on travaille avec des personnes. Donc, le code, il n'est pas fait pour soi uniquement. Donc, il faut documenter les choses pour que un autre collaborateur qui reprend ce qui a été fait auparavant puisse s'y retrouver facilement. Et ça peut aider le développeur lui-même parce que 2-3 mois après qu'on a laissé le travail, il n'est pas sûr qu'on revienne se retrouver très rapidement dans ce qui a été fait auparavant. Raison pour laquelle il faut une documentation bien propre. Alors, ça peut également rentrer dans la documentation. Je vais parler ici du choix des noms des objets. Donc, les noms des objets doivent parler, ça doit passer un message. Donc, les variables comme A égale B égale, ça, vraiment, c'est pas de bonne pratique parce que ça ne dit rien du tout. C'est des variables qui sont vraiment muettes. On a d'autres conventions également, comme la conformité au PEP et je vais m'arrêter là. Également, dans le développement, il faut privilégier les fonctions. Donc, une fois qu'on répète du code, etc., ça, ce n'est pas une bonne pratique. Vaut mieux le mettre dans une fonction qui peut être réutilisable à n'importe quel moment dans le développement. Alors, on a l'utilisation également des linters, ce qu'on appelle des linters, par exemple Flake8 ou PyLint, qui sont en fait des paquets qui vont aider le développeur à identifier le non-respect des conventions que j'ai citées tout à l'heure. Donc, ça va nous produire des erreurs, des avertissements, nous permettant d'aller très rapidement corriger pour se conformer aux conventions que j'ai citées. On a également le versionning, qui consiste à stocker diverses versions du code, parce que quand on pense au développement, il faut penser long terme. Et quand on dit long terme, ça veut dire qu'il y aura des modifications qui seront faites au fur et à mesure que le temps va passer. Et on historise les différentes versions pour savoir qu'est-ce qui avait été fait auparavant et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le versionning est un outil indispensable du travail en équipe lorsqu'on veut coder des logiciels. Donc, on a également quelques pièges à éviter quand on fait de la pythonisation. Donc déjà, le tout premier piège, c'est d'ignorer les bonnes pratiques qu'on vient de mentionner. Deuxièmement, il y a l'absence des tests après la pythonisation. Donc quand on passe au langage Python, donc il faut s'assurer que ce qu'on vient de développer fonctionne toujours aussi correctement que ce qu'on avait déjà en place. Ou alors, si c'est un nouvel outil, de s'assurer qu'il respecte vraiment les contraintes qu'il devrait. Un dernier piège également, c'est la modification excessive du code. Quand on le modifie vraiment beaucoup, on s'expose à la création d'erreurs, à de nouveaux bugs qui surviennent, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également éviter lorsqu'on passe à Python. En parlant de modification excessive, d'ailleurs, un autre piège à éviter lorsque l'on veut passer en Python, c'est de vouloir systématiquement tout remplacer par Python. On peut prendre par exemple le cas d'SQL que j'ai mentionné tout à l'heure. SQL, en fait, reste plus rapide que Python. Dans le cas précis, on veut interroger directement les bases de données relationnelles. Et l'idée, en fait, c'est pas forcément de totalement se débarrasser du SQL, c'est d'optimiser les requêtes pour en écrire seulement la donnée brute dont on a besoin, de manière la plus efficace possible. Et dans un second temps, ensuite,
seulement d'utiliser Python pour le reste des manipulations pour obtenir une donnée un peu plus raffinée. Pareil pour Excel et VBA d'ailleurs. Je peux donner l'exemple d'Excel qui reste un très bon outil de visualisation pour visualiser les tableaux de données tout simplement. On peut utiliser du coup en fin de chaîne lorsqu'on utilise un outil Python pour les manipulations en amont. Et d'ailleurs, on peut aussi utiliser VBA ensuite pour formater ces feuilles Excel, parce que VBA reste quand même plus efficace que Python pour ce qui est du formatage pur des feuilles Excel. De manière générale, la philosophie, en fait, selon moi, c'est de préférer la simplicité. Parce que la pythonisation correspond rarement en fait, à de la programmation, à un niveau de développement logiciel au sens IT du terme, mais plus souvent, il va s'agir d'implémenter des outils tactiques. Du coup, il n'est pas nécessaire d'utiliser des structures de code trop complexes, parce qu'en fait, ils ont vocation à être très souvent modifiés par des personnes différentes, qui ont aussi des niveaux de compétences en Python différents. Et pour ça, il vaut toujours mieux préférer la simplicité du code qu'on va utiliser. En fait, la pythonisation, c'est pas un développement comme les autres, tout simplement parce qu'il implique nécessairement un changement, que ce soit un changement d'outil ou un changement de process. Et justement, le point sur lequel je voulais terminer, c'est qu'il ne faut pas négliger tous les principes de conduite du changement. C'est-à-dire, dans un premier temps, par exemple, de s'assurer que les équipes vont être prêtes, vont être volontaires pour passer à Python, parce que sinon, elles risquent en fait de laisser l'outil à l'abandon ou de pas bien le maintenir et devenir au final un outil plus inefficace que ce qui existait avant. Ensuite, il ne faut pas oublier de penser à une potentielle réorganisation des équipes, tout simplement parce que les nouveaux outils vont potentiellement faire gagner énormément de temps. Je peux parler d'un exemple personnel où je travaille sur une mission avec énormément de tâches de production que j'ai voulu petit à petit automatiser en développant des outils Python, tout simplement, jusqu'à la fin arriver à un stade où la moitié de mon temps était traité automatiquement par des outils Python. Et du coup, pour pouvoir bien capitaliser sur la pythonisation qu'on a effectuée, il faut pouvoir penser à la réorganisation du temps ensuite. Enfin, pour finir avec la conduite du changement, je voulais préciser que c'est important d'essayer de voir à long terme, c'est-à-dire de designer le nouvel outil et les processus pour ancrer le tout dans la durée et s'assurer que l'outil va survivre à son développeur et à ses premiers utilisateurs. Ouais, Guillaume, quand tu parlais de formation des équipes tout à l'heure, donc de l'outil qui peut très vite devenir caduc parce que les utilisateurs ne font pas usage du nouvel outil, il est important de mentionner également la formation des équipes. Donc que les équipes soient vraiment prêtes, il faut qu'elles soient formées parce que lorsqu'on passe à un nouvel outil, les professionnels qui étaient sur place connaissent déjà un certain outil, ils sont habitués et ces personnes sont souvent assez rigides au changement. Donc, il faut vraiment que les entreprises prennent le temps de travailler sur la formation de leurs équipes pour qu'elles puissent s'adapter au changement, au passage vers le langage Python. Oui, bien sûr. Et puis c'est d'ailleurs toute l'utilité du versionning et de la documentation dont tu parlais juste avant, Serge. Mais surtout, pour finir sur la vision long terme, il s'agit aussi de ne pas oublier de prévoir tout un tas de processus de maintenance, peut-être même plus qu'avant d'utiliser Python. Parce que Python, en fait, c'est un langage qui évolue. Bien sûr, ça en fait sa force, mais c'est également une contrainte. Et c'est vrai que depuis le début de ce podcast, on a beaucoup fait l'apologie de Python. Mais évidemment, Python n'est pas parfait. Et à ce propos, je pense que Serge, tu peux nous parler un peu des limites de Python. Oui, tout à fait, Victor. Donc, comme toute chose, Python, c'est un langage qui a plein d'avantages, mais il a également quelques limites. On va en citer quelques-unes, comme la performance. Donc, Python, il peut être un peu plus lent que certains langages tels que le langage C ou le langage C++, même si sur Python, il y a des librairies qui ont été optimisées avec ces langages-là. Je vais noter, par exemple, NumPy pour la manipulation des tableaux sous Python, ou encore DAS qui intègre la parallélisation dans le développement. Donc, les langages C, C++, ils sont souvent utilisés pour les jeux, par exemple, qui demandent beaucoup de ressources à la machine. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples aussi d'applications, Victor. En tête, oui. Par exemple, dans le domaine de la finance, d'ailleurs, on sait que souvent pour le C++ et le C sont très utilisés dans des domaines comme la valorisation de produits dérivés, ce genre de choses, la valorisation de produits financiers en général, parce que ça demande énormément de calculs et parfois il faut aller vite en salle de marché. Donc parfois on peut utiliser quand même le C++ ou le C# même plutôt que du Python.
Ouais, tout à fait. Donc, autre limite également, ce sont les limites liées aux bibliothèques standards de Python. Donc, Python, on l'a cité tout à l'heure, pour le fait qu'il peut être utilisé pour différents besoins comme l'analyse de données, le développement d'applications, etc. C'est une force, mais ça peut également être une limite. Parce que comparé à d'autres langages qui font également, je vais prendre l'exemple de l'analyse des données, donc les langages comme R ou SAS qui sont des langages spécialisés pour l'analyse des données. Donc avec ces langages-là, on peut retrouver des méthodes qui ne sont pas forcément disponibles dans les bibliothèques de Python. Donc ça, c'est une petite limite, mais après, Python évolue assez rapidement. Donc on sait qu'avec le temps, il y a des développeurs qui vont travailler sur ces sujets et les librairies vont continuer à évoluer rapidement. Également, une des limites pour ceux qui travaillent sur des gros volumes de données, donc Python a tendance à utiliser un peu plus de mémoire que d'autres langages en raison de la flexibilité des types de données. Donc voilà quelques limites que nous pouvons citer quant à la pythonisation. Donc pour conclure, Python c'est super, allez-y, mais pas n'importe comment. Merci Victor pour cet échange. Merci Serge. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre l'actualité data de Nexial Consulting et de lire nos prochaines publications.